Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h31, on va parler de la réforme des retraites. Louis Dragnel avec nous, bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. Toutes les rentrées politiques sont toujours un petit peu tendues. On dit, les journalistes disent que la rentrée est tendue en septembre et que la rentrée est tendue À chaque fois c'est pareil. en janvier Mais là, également. cette réforme, cette rentrée est quand même très particulière parce qu'il y a énormément de sujets. Voilà, sur le bureau du gouvernement, il y a la réforme des retraites et le projet de loi immigration. On va dire que ce sont les deux sujets les plus sensibles de la rentrée. Ah, ce sont les deux sujets les plus sensibles, absolument. Et puis dans un contexte aussi quand même à la fois de crise économique, d'inflation, de crise énergétique. Et donc forcément, ça renforce l'inquiétude des Français. Et donc on verra politiquement en tout cas quelle est la réforme la plus sensible. À mes yeux, moi j'ai l'impression que c'est plutôt la réforme des retraites qui va susciter le plus d'interrogations parce que aujourd'hui la question du pouvoir d'achat, la question de savoir comment est-ce qu'on va vivre dans 10, 15, 20 ans préoccupe davantage les Français que ce projet de loi immigration qui sera présenté au Conseil des ministres. En fait, c'est des priorités qui sont différentes. C'est-à-dire que sur les questions économiques, on est sur des priorités à long terme, des espèces d'angoisse par rapport à sa propre vie. Et puis les questions liées à l'immigration, il y a aussi une forme de désespoir de certains Français d'entendre certains discours parfois très fermes. Et puis ils se disent, on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Alors, pourquoi est-ce que à chaque fois, c'est difficile de réformer les retraites en France? Parce que on a tous les chiffres, on a la pyramide des âges, Absolument. On se connaît année après année, mois après mois, peut-être même semaine après semaine, combien de personnes, combien de salariés vont prendre leur retraite. C'est extrêmement précis. Et pourquoi c'est toujours une espèce de cirque à chaque fois qu'un responsable politique dit il va falloir réformer les retraites? Parce que, en fait, politiquement, ça peut coûter quand même très cher. On l'a vu lors du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, il y avait Jean-Paul Delevoye qui était le président du CESE, qui est nommé haut commissaire chargé des retraites pour piloter la réforme des retraites. Ensuite, il entre au gouvernement pour piloter en tant que ministre la réforme des retraites. Le sujet est ensuite pris en main chez Édouard Philippe. Et donc, les partenaires sociaux, si vous voulez, ça fait maintenant plus de 5 ans et demi, 6 ans qu'ils ont des consultations, des réunions à Matignon. Alors, quels que soient les interlocuteurs, c'était avec Édouard Philippe avant. Aujourd'hui, c'est avec... ensuite, ça a été avec Jean Castex. Et aujourd'hui, c'est avec Elisabeth Borne. Et donc, moi, la question que je me pose, et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui se posent cette question, c'est qu'est-ce que les partenaires sociaux et le gouvernement ont encore à se dire? Ils se sont quasiment tout dit. Emmanuel Macron avait promis, c'était un engagement de campagne déjà de sa première campagne en 2017, qu'il allait réformer les retraites. Cet engagement est réitéré au moment de la campagne présidentielle de 2022. L'objectif à l'époque d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de convaincre des électeurs de la droite modérée de voter pour lui. Et donc ça a plutôt fonctionné. Emmanuel Macron donc s'engage à réformer les retraites, à ce que cette loi soit présentée au Conseil des ministres avant Noël. Finalement, on apprend avant Noël effectivement qu'il y a un stop et Emmanuel Macron dit finalement on étudiera ça après, au début de l'année 2023. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'incertitudes parce qu'à chaque fois, le politique dit on va réformer les retraites et puis il y a des espèces de refus d'obstacles ou alors parfois la réforme est complètement stoppée pour des raisons sociales, comme ça avait été le cas pendant la crise des Gilets jaunes. En tout cas, Emmanuel Macron l'a rappelé lors de ses vœux, la réforme des retraites sera appliquée à l'été 2023, mais il y a encore beaucoup de flou. On ne sait pas encore qui sera exactement concerné. On ne sait pas si le départ à la retraite sera à 64, 65 ans. Quand Emmanuel Macron parle de 65 ans, il semble préférer 65 ans. Il laissait la porte ouverte aux 64 ans avec allongement de la durée de cotisation. Il y a 3 critères. Quand on réforme une retraite, il n'y a pas 50 critères. Il y a la durée de cotisation. Voilà, il y a la durée de cotisation. Il y a l'âge de départ à la retraite. Et il y a le montant. Et il y a le montant des pensions. Absolument. Il y a le montant des pensions. Là, on ne touche pas au montant des pensions. Alors, si, en tout cas pour les retraites, les pensions minimales, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que personne en France touche moins de 85% du SMIC, c'est-à-dire 1200 €. Mais encore une fois, on ne sait pas si, dès lors que la réforme sera appliquée, est-ce que ça concernera par exemple les gens qui touchent actuellement des petites pensions? Est-ce que quelqu'un qui touche une pension aujourd'hui de 850 € par mois touchera une pension de 1200 € à l'été 2023? On ne le sait pas. Ou est-ce que ça concernera uniquement les personnes qui vont commencer leur retraite à partir de l'été prochain? J'insiste juste sur une chose quand même, c'est que dans ce débat-là, on a parlé de tous les critères, mais il y a un critère dont personne ne parle et qui est le grand oublié, c'est la question du nombre de cotisants par retraité. J'ai retrouvé les chiffres. En 1960, il y avait
4,14 cotisants pour un retraité. Et aujourd'hui, on est à 1,7 cotisants pour un retraité. Et globalement, on se rend compte que si on était encore à même 2,5 ou 3 cotisants pour un retraité aujourd'hui en France, eh bien, on se poserait pas toutes ces questions-là. C'est 1,7 cotisants pour un retraité. Ouais. Et globalement, quand on regarde les courbes de natalité, on sait que dans les prochaines années, ça va réduire. Et donc, en fait, le gouvernement aurait pu introduire, mais c'est pareil, c'est une question de couleur politique, parce que c'est-à-dire qu'une fois qu'on dit ça, qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire qu'il faudrait assumer en fait une politique de natalité, à travers notamment une augmentation d'allocations familiales, à travers notamment des aides pour permettre un meilleur équilibre des tâches au sein des ménages entre l'homme et la femme. Il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui auraient dû être mises en place si le gouvernement avait voulu aller dans cette direction-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne parle du problème fondamental, le problème de base de l'équilibre du financement des retraites. C'est vraiment la question du nombre de cotisants par retraité. Marie nous appelle de Lyon. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Vous êtes vous-même retraitée. Oui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Bon. Voilà. Déjà, bonne année Marie. Merci de nous avoir appelés au 3921. Vous dites, pour moi, c'est nécessaire cette réforme. Alors expliquez-nous. Oui. Il y a plusieurs choses. D'abord, je trouve qu'il y a trop de régimes prioritaires, qui ont des régimes... Les régimes spéciaux, les départs en avance à la retraite. Chez les fonctionnaires. Il y a eu des efforts de faire par rapport aux nouvelles embauches. Oui. Il y avait quand même, on vient de très très loin, et il y a besoin de gérer ça. Vous avez travaillé dans le privé ou dans le public ? J'ai travaillé dans le privé. Oui. Et j'ai travaillé en privé sous contrat, ce qui fait que je n'ai eu ni les avantages du public et tous les désavantages du privé. Et tous les désavantages du privé. Bon. C'est-à-dire que ça a été... le privé sous contrat, vous étiez dans une école, vous travailliez dans une école ? J'ai terminé ma carrière dans un lycée professionnel. D'accord. Et j'ai commencé ma carrière à 16 ans. Oui. Donc j'ai eu un parcours vraiment atypique, parce que j'ai repris mes études en cours du soir, bref. J'ai travaillé pendant, vous faites le calcul, de 16 ans à 61 ans. Oui. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est d'avoir la dernière année la possibilité de travailler à temps partiel. Mais j'avais déjà, à 60 ans, largement mon taf, quoi. Oui. Donc c'était pour pas avoir de pénalité, pour pas d'ailleurs que je n'aurais pas dû avoir, mais bref, c'est vraiment la différence, elle est là. Sachant que dans le privé, ils touchent entre 15 et 25 000 euros quand ils s'en vont. Moi, j'ai rien touché. Oui, donc c'est calculé sur 25 ans, mais je n'ai pas touché un centime. Alors que des enseignants qui vont dans le public, qui vont avoir leur salaire pris sur les 6 derniers mois, vous m'entendez bien, 6 derniers mois, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Vous prônez plus d'égalité public-privé. Vous faisiez quoi quand vous avez pris votre retraite à l'âge de 61 ans donc ? Alors j'étais revenue enseignante en lycée professionnel. Vous seriez vu travailler jusqu'à 65 ans ou pas ? Honnêtement, en ayant commencé à 16 ans. À 16 ans, oui. Non. Voilà. Moi, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Les gamins, ils ont 20 ans. Ils partent en vadrouille, c'est leur choix. Mais il faut qu'ils comprennent qu'avant de partir se balader, il faut quand même travailler. Et c'est pas une Madame Rousseau qui préconise le non-travail. Le droit à la paresse. Le droit à la paresse. Ouais. Moi, j'ai envie de les débattre. Honnêtement, ça mériterait... non, mais vous savez, honteux. Je vais vous dire, Marie, je pense qu'on est libre. Si on veut, on a le droit. Effectivement, on a le droit d'être paresseux, on a le droit de pas travailler, on a le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche, on a le droit. On est un pays libre et profitons-en, c'est formidable. En revanche, après, il faut assumer ses choix. C'est ça
Je pense qu'on est, j'allais dire tous d'accord, peut-être pas tous d'accord. J'espère qu'on n'est pas tous d'accord, mais en tout cas, c'est un point de vue. On a le droit à la paresse, droit au travail, droit à ce qu'on veut. Après, faut l'assumer. Bon, merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Pour les enfants, hein. Ouais. Attention, l'histoire de la natalité, il y aurait beaucoup à dire. Parce que ça, c'est pour Louis Dragnel qui vous écoute. Oui. Oui. Pousser les gens à avoir des enfants, c'est bien gentil, mais entre les allocations, l'allocation logement, il y en a qui ne bossent pas, qui font un troisième enfant et qui se retrouvent avec 3 000 € parce qu'ils sont parents isolés ou... mais on réfléchit. Quand on a des enfants, c'est pour les élever. C'est à long terme, les enfants. Ils travaillent au bout de 20 ans. Louis Dragnel, tiens, un petit commentaire. Merci beaucoup, Marie. Oui, j'entends très bien ce que dit Marie. Alors, en fait, il y a deux sujets. Il y a la question de ceux qui peuvent profiter d'allocations et qui s'organisent pour ne pas travailler et vivre d'allocations. Et puis, il y a quand même cet enjeu qui est le nombre de cotisants par retraité, et on n'y échappera pas. C'est vraiment le cœur du sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on finance le fonctionnement du système des retraites en France. Et s'il y a de moins en moins de cotisants, eh bien, le problème va s'accroître. Risque politique. Est-ce qu'il y a un risque politique? Est-ce qu'il y a un risque que ça s'échauffe véritablement? Ou est-ce qu'il y a une espèce de pièce de théâtre? Il va y avoir quelques manifestations, mais au final, tout le monde sait que ça va passer. Alors, vous qui êtes un observateur. Il y a plusieurs choses, c'est que par rapport aux crises sociales, il y en a qu'on n'a pas du tout vu venir. Je pense notamment à la crise des Gilets jaunes, vous vous en souvenez, cher Romain. Et puis, il y a d'autres possibles crises sociales qui ne surviennent pas. Souvenez-vous, au moment de la réforme de l'assurance chômage, c'était donc l'année dernière, tout le monde promettait des grandes manifestations, un automne social avec un pays complètement paralysé, et globalement, ça n'a pas été le cas. Donc, on va voir en fait ce que ça va donner. On sait que l'ensemble des organisations syndicales s'opposent donc à ce projet de réforme des retraites, et tous appellent leurs adhérents, leurs sympathisants, leurs militants à descendre dans la rue, promettent au gouvernement vraiment de se battre et de batailler, mais on attend de voir encore une fois comment est-ce que ça va se transformer concrètement dans la rue. Et je pense que tout dépendra aussi un peu du niveau d'inflation, des perspectives économiques. Est-ce que les Français ont l'impression d'être abandonnés par les politiques? Est-ce qu'ils ont l'impression vraiment que leur niveau de vie s'est effondré en l'espace de quelques semaines? Donc voilà, pour l'instant il y a encore beaucoup d'incertitudes. En tout cas, ce que je peux vous dire simplement pour terminer, c'est que les organisations syndicales regardent aussi de très près les mouvements qui s'organisent spontanément. Il y a quelques jours, au moment des grèves dans la SNCF, eh bien, ce sont des mouvements de grève qui ont complètement dépassé les organisations syndicales. Et donc tout l'enjeu pour ces organisations-là aussi, c'est un espèce de sujet dans le sujet. Et d'entendre ce qu'on appelle les signaux faibles. Exactement, d'entendre les signaux faibles. Et ça peut pousser les organisations à être beaucoup plus dures, beaucoup plus radicales que la position qu'elles tiennent initialement. Nous sommes en direct avec Olga qui nous appelle de Montauban. Vous êtes vous-même retraitée, Olga. Bonjour. Oui, bonjour. Non, excusez-moi, je n'aime pas ce mot. Je suis à l'âge du temps libre. Ah. Effectivement, mais vous avez raison. Oui, quand mais bien sûr. Ans, je serai retraité, mais pas pour l'instant. Mais oui. Non, alors vous avez parfaitement raison. Je vous présente mes vœux de bonne et une heureuse année et surtout la santé. Merci beaucoup, Olga. Très belle année à vous aussi. Je transmets à toute l'équipe qui est derrière la vitre, qui est en régie, qui vous écoute et qui vous remercie bien. Qui vous souhaite une très belle année, vous aussi. Bon, j'écoute Europe 1 nuit et jour, puisque je dors peu. Ah, bah écoutez. J'écoute tout le temps. Ah, ça, c'est très bien. Je suis fidèle. Très bien. Bon, alors vous êtes non pas retraité, mais vous êtes à l'âge du temps libre. Voilà. Vous trouvez que c'est normal de réformer les retraites, vous, hein? Ah ben oui, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Autrefois, c'était 65 ans. Je ne comprends pas. Maintenant, le Français veut ne pas travailler, qu'on leur donne plein de choses, voilà, et qu'ils restent chez eux. Non, moi je dis il faut travailler. Parce que vous savez, il y a une chose. Si la retraite n'est pas allongée, que feront nos enfants? Il y a ça aussi. Oui. Et ensuite, moi, je n'en suis pas morte. J'ai commencé à 15 ans, 3 ans sans salaire, et avec des horaires d'enfer. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Qu'est-ce que vous exerciez comme métier? J'avais un métier très passionnant. J'étais coiffeuse. J'adorais ma profession. Alors c'est très physique, hein, c'est très physique, coiffeuse, parce que vous êtes debout toute la journée.
accessoirement, vous jouez du ciseau, hein, bon. Oui, j'adorais ça. Oui, c'est bon, c'est pas, oui, c'est physique. On est debout toute la journée comme commerçant. Oui, et je vais vous dire, j'ai fait des 72 heures par semaine, d'accord, parce que bon, lorsque le patron vous dit, non, il faut rester, on restait. Je travaillais dimanche matin. Ensuite, et avant de partir à l'âge du temps libre, je travaillais encore 49 heures par semaine. J'avais une pêche d'enfer. Et depuis que je suis à l'âge du temps libre, je commence à avoir mal aux épaules, ceci, cela. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il valait mieux que je travaille jusqu'à la fin, quoi. C'est tout. Voilà. Et alors, je vais aussi vous dire une chose pour la retraite. Dites-nous, Olga. Pour la retraite, à l'âge de 60 ans, mon comptable m'a dit, vous allez toucher la complémentaire. Donc j'ai continué de travailler, puisqu'il fallait quand même que je vende mon affaire. Oui. Eh bien, j'ai continué de travailler jusqu'à 64 ans, passé presque 65 ans. C'est-à-dire que j'ai fait 50 ans pratiquement mon métier, moins de 6 mois. Et voilà. Mais j'aurais voulu aller jusqu'à 50 ans. Il me manquait 6 mois. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Mais par contre, la retraite genre sécurité sociale, eh bien, celle-ci, mon comptable m'a dit, écoutez, il m'a dit, voilà, 60 ans, on ne va plus vous donner, on ne vous donnera pas davantage comme si vous partiez à 60 ans. Mais par contre, vous êtes obligé de payer jusqu'à ce que je vende. Voilà. Ah oui. Donc j'ai mis vous payez sans qu'il y ait un intérêt. Voilà. Bon. Absolument. Merci beaucoup, Olga. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Aussi. Merci beaucoup à vous de m'avoir appelé. À très vite. Sachez que je suis une fidèle. Par contre, si vous ne connaissez pas Montauban, venez voir, c'est merveilleux. Vous avez le musée Ingres à Montauban. Voilà. C'est très beau. Et en ce moment, il y a une fête d'enfer. Là, c'est la fête des. C'est japonais. Ils ont fait comme des charmes. C'est en soie et tout. C'est illuminé. C'est superbe, ça. Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée. Tous les auditeurs ont entendu. Et voilà, vous avez fait la pub pour votre ville. Vous avez bien raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olga, de nous avoir appelé au 39 21. Et merci à vous, Louis Dragnel. Merci, Romain. De nous avoir éclairé, apporté votre éclairage sur ce qui est en train de se passer.